Chers amis d'Ivoire TV, bonsoir. Merci de suivre votre télévision préférée de tous les jours, Ivoire TV, comme j'ai l'habitude de le dire, qui vous apporte des informations tous azimuts. L'émission de ce soir, je la voudrais assez particulière, assez spéciale, parce que c'est une émission qui va se focaliser sur le Gabon. Le 27 août dernier, des élections présidentielles ont eu lieu au Gabon et depuis, beaucoup d'eau est en train de couler sous le pont et nous essayons d'éclairer la lanterne des uns et des autres. Le sujet de ce soir, c'est le hacking électoral. Comment se fait-il qu'aujourd'hui en Afrique, on parle de pirater les élections? Avec nous, nous avons M. Fousseni Soro. M. Fousseni Soro, bonsoir. Oui, bonsoir, M. Kwabou. Voilà, vous dites-nous, présentez-vous et on converse avec vous depuis où? Je me nomme Founsen Soro, comme vous l'aviez dit. Je suis consultant en informatique, en technologie de la communication. Je suis aussi entrepreneur. J'ai une start-up en Côte d'Ivoire qui s'occupe de tout ce qui est communication numérique et la construction de logiciels d'application mobile et tout ce qui est e-commerce et autres. La circulation des documents électroniques aussi. Donc, je suis actuellement résident en Inde, voilà, où je passe un moment de recherche sur certains projets. Donc, cette communication a lieu depuis l'Inde. Depuis l'Inde, Ok. Bangalore, Voilà. effectivement. Merci. Je voudrais préciser que nous sommes en communication avec vous depuis l'Inde. Alors, Monsieur Fousseni Soro, comme je le disais tout à l'heure, des élections ont eu lieu au Gabon. Vous êtes un expert en informatique. Aujourd'hui, le thème qui est sur les lèvres de tout le monde, c'est les hackers, c'est le hacking électoral. Vous, par rapport à vous, votre vision informatique, est-ce possible aujourd'hui de pouvoir pirater des élections en Afrique quand on sait que les décomptes se font de manière manuelle? Vraiment, c'est de l'utopie, quoi. C'est vraiment une comédie. C'est pas du tout possible de hacker un système qui n'est pas dans le domaine virtuel. Je m'explique. Pour pirater un système, il faut d'abord qu'on soit dans un domaine virtuel, un domaine numérique virtuel. Pour dire que les élections, le système électoral est carrément informatisé. Ensuite, des personnes peuvent se connecter sur le système informatique et essayer de modifier l'algorithme de la donnée qui permet aux électeurs de voter de façon électronique. Ce qui se passe, par exemple, en Afrique, au Gabon, où l'élection se passe de façon manuelle. Il n'est pas possible à une personne de pirater un système qui est manuel, qui n'est pas dans le domaine virtuel. On parle de hacker dans le cyberespace. Et entendez par cyberespace tout ce qui est lié à la transaction de données à travers les moyens électroniques, tels que le téléphone, les ordinateurs et tout ce qui est numérique en quelque sorte. Maintenant, comment un bulletin de vote, un individu se lève chez lui à la maison, il va voter manuellement. On fait le décompte de façon manuelle, les PV sont signés de façon manuelle et achemés de façon manuelle. Comment on peut pirater ce système-là à partir d'un ordinateur ou bien d'une quelconque application qui est installée sur un ordinateur? C'est pas du tout possible, de la manipulation, c'est pas vraiment, c'est pas vrai du tout. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce qu'aujourd'hui deux Ivoiriens se retrouvent en prison, qui sont malmenés dans les sous-sols du Gabon? Il paraît qu'ils sont dans des états assez piteux parce qu'on les traite de pirates choses. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer aujourd'hui dans quel cas ces deux Ivoiriens se retrouvent en prison? Est-ce que c'est parce qu'ils sont rentrés dans le système du ministère de l'Intérieur qui annonce les résultats et qu'on traite aujourd'hui de piratage électoral? C'est même pas possible qu'ils rentrent dans le système du ministère parce que quand j'ai écouté le reportage sur Yo Chifol dans le même cas, euh, il n'a pas été dit quelque part qu'il y a eu des traces technologiques. Aujourd'hui, en informatique, quand quelqu'un pirate un système, pour prouver que c'est la personne qui a piraté le système, il faut arriver à prouver que la personne a vraiment piraté en laissant des traces. On appelle ça des traces technologiques. Quand on fait l'inspection du système, quand on remarque qu'il y a des anomalies, on fait l'inspection du système. Donc, le ministère de l'Intérieur gabonais n'a jamais dit que il y a eu des traces technologiques qui sont restées dans le système après que les soi-disant acteurs ivoiriens soient passés par là. Ça n'a pas été dit. Ce qui a été dit, c'est que M. Yoshimola a dit ce qu'il faisait. Il faisait la collection des données qu'il traitait et qu'il remontait au budget du candidat pour lequel il travaillait. Ce qui est tout à fait normal. C'est un service que tout le monde propose aujourd'hui dans les grandes élections. Un candidat qui se veut sérieux aujourd'hui
n'attend pas que la CEI déclare les résultats avant d'avoir une idée ou bien avant d'avoir une notion des PV. Et comme aujourd'hui, par exemple, au Gabon, nous avons fait 2500 PV à analyser avec 2500 bureaux de vote. Donc, les 2500 PV, on ne peut pas prendre une calculatrice manuelle et commencer à taper 1 plus 1 égale à 2. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait soit un logiciel ou bien un tableur Excel où on a toutes les données qui sont sur les PV. En fonction de ça, on voit l'évolution des tendances. On voit maintenant à quel niveau nous sommes. Et ensuite, quand la CEI déclare les résultats, chaque candidat a l'occasion maintenant de suivre point par point, est-ce que les résultats que nous avions sont les résultats que la CEI a déclarés. C'est ce qui leur permettrait, par exemple, de préparer un document juridique en cas de contestation. Ça veut dire que les PV que leurs représentants leur ont envoyés, ou bien les chiffres que leurs représentants leur ont communiqués, si ce n'est pas conforme avec ce que la CEI déclare, on saisit en même temps le stade juridique pour que ceux-ci commencent à préparer un dossier juridique. Dès que la CEI signe la déclaration des élections, le candidat a peut-être en Côte d'Ivoire, par exemple, la Côte d'Ivoire, le candidat a 3 jours pour faire recours auprès de la Cour constitutionnelle pour contester les résultats qui ont été déclarés. Alors, donc, c'est plus possible aujourd'hui de s'asseoir et attendre en 2500 PV en 3 jours et ensuite contester les résultats qui ont été donnés. Donc, ce que Yo Chipolo faisait, nous avons fait ça plusieurs fois avec plusieurs candidats en Afrique. On leur propose des systèmes qui leur permettent d'organiser leur staff électoral, d'avoir les tendances et de savoir aussi, on va encore au-delà de ça. Il y a encore des moyens pour permettre de savoir est-ce que dans la zone où je suis majoritaire, les gens ont massivement voté. Est-ce que les gens ont réellement voté? Quelles sont les tendances du jour? S'il y a 80% des personnes qui ont voté, quelle est la tendance électorale qui sera à ma faveur? Donc, il y a plein ces estimations qui sont basées sur des chiffres statistiques. On passe maintenant au dépouillement. Et chaque fois qu'on a fait le dépouiller, je prends le cas du Gabon. Au Gabon, il y a eu près de 356 000 votants, ce qui correspond à l'électorat de Yopougon en Côte d'Ivoire, qui sont dispatchés sur 2500 bureaux de vote, ce qui fait 143 personnes par bureau de vote. Donc, quand on dit les bureaux de vote sont fermés, normalement, en moins d'une heure de temps, on a fini de faire le décompte de tous les bureaux de vote. On a rempli les PV et les PV sont déjà acheminés aux différents QG qui vont les analyser. Donc, chaque candidat a le résultat 3 heures après la fermeture des bureaux de vote. Ensuite, on attend la déclaration de la CEI qui veut peut-être avoir les PV manuels avant de se prononcer sur le résultat. Donc, les candidats vont patienter et attendre que la CEI déclare. Et quand la CEI commence à déclarer les élections, ils attendent à ce que la CEI finisse de déclarer les résultats. Ensuite, ils décident si c'est en conforme avec ce qu'ils ont. Il n'y a pas de contestation, on se félicite et puis c'est fini. Mais quand il y a des anomalies, ils peuvent maintenant préparer le dossier juridique pour contester les résultats. C'est que les Yo Chipolo ont fait. Donc, c'est qu'il a expliqué, ça se fait partout. On a eu à proposer ça au Sénégal, on a eu à faire ça dans certains pays comme le Sénégal, on a eu à faire ça au Ghana, on a eu à faire ça même dans certains QG au Mali. Permettez-moi de ne pas citer certains candidats, mais ce sont des choses qu'on propose, des services qu'on propose. Si ça avait été une entreprise de communication française qui l'avait fait, je pense qu'il n'y aurait pas avoir de problème. Mais le fait que ce sont des Africains, des ingénieurs africains qui l'ont fait, automatiquement, on les tape de pirates, ce qui n'est pas vrai. Donc monsieur Fousseni, si je me réfère au cas gabonais, vous aussi, vous avez hacké le système électoral en Afrique? Ce n'est pas du hacking. Le hacking consiste à pénétrer un système de façon frauduleuse. Et il y a plusieurs types de hacking. Je parle des black hats. Donc, ceux qui sont en train d'attirer les chiffres. C'est ce qu'on appelle le hacking. Ce qu'ils ont fait, ce n'est pas du hacking. C'est le traitement des données qu'ils ont proposé. C'est un outil de traitement des données qu'ils ont eu à proposer. Ok. C'est pas question voilà. Ok. Donc, je vous reviens tout à l'heure, monsieur Albert Naguego. Vous êtes journaliste, expert en politique. La dernière fois, nous avons parlé de beaucoup de politique ici. Nous avons parlé de la politique en RDC, nous avons parlé aussi de la politique au Gabon. Et le thème aujourd'hui en Afrique, c'est le hacking électoral. C'est quelque chose de nouveau dans notre jargon de tous les jours à partir du Gabon. Ça se faisait, mais ça n'avait pas pris autant d'ampleur que dans le cas du Gabon. Vous, aujourd'hui, comment voyez-vous cet aspect de la chose, ces mots-là qui sortent aujourd'hui de nos lèvres, hacking électoral? D'abord, ce qu'il faut dire en politique, peut-être que c'est l'une des rares fois, mais ça existe toujours. On a vu des Somaliens qui ont toujours piraté des bateaux sur des côtes africaines.
Mais ici, je pense que ce monsieur, c'est dommage pour lui, s'est trouvé dans le mauvais camp, si on peut le dire ainsi. Sinon, c'est pas du nouveau ce qu'il a fait. Ça se fait un peu partout en Afrique ou dans le monde entier, comme ce que Fousséni Soro vient de le dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un opposant ne peut pas aller aux élections sans avoir son QG, son quartier général. Il a son quartier général. Déjà, au soir des élections, il connaît les résultats. Même pas seulement les opposants, il y a des organisations de la société civile qui se dotent de ces moyens-là également dans le cadre électoral, les observateurs. Si vous prenez par exemple le cas de l'Union européenne aujourd'hui qui dit qu'il y a eu des anomalies évidentes dans l'élection du Gabon, à partir de quoi il se fie pour dire qu'il y a eu des anomalies évidentes, ça veut dire que naturellement ils ont travaillé avec un système informatisé. Au Burkina, il y a eu des cas pareils. Au Sénégal, il y en a eu. Au Mali, il y en a eu. Ce qui permet à l'opposant également d'avoir des chiffres et pour dire que nous contestons les résultats parce que les résultats que nous avons avec nous, nous avons peut-être 50%, 52%, contrairement à ce que l'autre a. Mais malheureusement, ce monsieur aujourd'hui s'est trouvé dans le camp qui n'est pas forcément le bon. Et je dirais qu'il est le bouc émissaire. Et en plus de cela, la décision du président ivoirien de limoger son conseiller spécial Mamadi Diané immédiatement après les soupçons d'ingérence personnelle dans le système électoral gabonais rend ce monsieur en même temps coupable parce que ça montre qu'il y avait quelque chose qui était tissé depuis la Côte d'Ivoire pour donner une victoire de façon frauduleuse à Jean Ping. Est-ce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui aura le courage de mener une négociation du point de vue diplomatique pour libérer son ressortissant qui se trouvait sur le territoire gabonais pour faire un travail professionnel, on suppose, parce que jusqu'à présent, la culpabilité n'est pas avérée. On suppose qu'il est allé chercher son pain. C'est un contrat qu'il a eu avec l'opposant gabonais Jean Ping. Est-ce que la Côte d'Ivoire aura le courage de défendre ce monsieur aujourd'hui? Si la Côte d'Ivoire n'a pas le courage, ça veut dire que c'est un Ivoirien qui est laissé à lui seul comme ça, qui est considéré comme un bouc émissaire. Jusque-là, la Côte d'Ivoire ne s'est pas encore justement, prononcé. Le limogeage de Mamadi Diané rend en même temps coupable ce monsieur, alors qu'il peut ne pas l'être forcément. Est-ce pour ça qu'aujourd'hui, Yeo et son collaborateur sont dans un état assez piteux, comme on a lu sur les réseaux sociaux, sont dans un état assez piteux, sont maltraités dans le sous-sol du Gabon. Le pouvoir gabonais aujourd'hui tient ce monsieur comme une preuve palpable contre Jean Ping. Donc ça veut dire aujourd'hui dans tous les débats, dans tous les rapports, dans tous les procès-verbaux, ce monsieur cet exemple-là va ressortir. Voici l'exemple que Jean Ping a voulu envoyer au Gabon pour terroriser ou créer des troubles à l'issue d'une élection, alors qu'il n'est pas forcément coupable. Donc, je peux dire aujourd'hui que le Gabon le pouvoir a eu peut-être aujourd'hui une preuve qu'elle tient entre ses mains pour pouvoir faire du chantage, si on peut le dire ainsi. Malheureusement, la Côte d'Ivoire se désolidarise par ses autorités aussi de son ressortissant qui s'est pris dans ce système-là au Gabon. Monsieur Fousséni, vous aviez quelque chose à dire tout à l'heure, allez-y. Oui, bon, je crois que, comme il a dit, je crois que les autorités ivoiriennes vont réagir parce que ça s'apparente en quelque sorte à une foutaise, au fait. On se fout quand même de tout le continent africain, de tout le peuple ivoirien en quelque sorte. Si Yeo Chifoula avait vraiment fait du hacking, on ne serait pas là. On a tous condamné parce que c'est illégal. Mais ce qu'il a fait, ça n'a rien à voir avec du hacking. Il a juste proposé des services qui peuvent permettre au candidat Jean Ping de traiter les données électorales. Donc ça n'a rien à voir. Monsieur Soro, je vous arrête. Vous êtes informaticien. Vous avez passé toute votre vie dans l'informatique. Vous vivez en Inde. Oui. Vous êtes expert en informatique. Hacking, ça veut dire quoi au juste? Hacking, c'est d'abord un mot anglais qui signifie craquer. C'est s'introduire dans un système de bidouiller en fait de manipuler les données à votre guise. Donc, on détermine plusieurs types de hacking. Il y a des white hats, c'est-à-dire des gens, quand vous essayez de faire le système, eux, ils viennent pour tester le système, pour vous montrer qu'il y a des portes d'entrée pour les pirates dans le système, et vous le verrouillez. Et il y a ce qu'on appelle les black hats. Eux, ils sont là pour juste utiliser votre système informatique pour faire ce qu'ils veulent faire avec les données. Donc, on a les white hats, ils sont des hackers, mais eux, on peut les appeler les hackers du bon côté. On a les black hats, qui sont des hackers, mais eux, ils utilisent les données, ils piratent les données, ils font de ça ce qu'ils veulent, ils peuvent les vendre à des entreprises, à des sociétés, ils peuvent aussi les manipuler, les modifier, les changer. Ils ont plusieurs raisons. Bon, on va pas se mettre dans tous ces détails-là. Et il y a ce qu'on appelle les grey hats.
les vrais actes sont entre les deux. Ça veut dire qu'ils ont la connaissance. Mais ils l'utilisent souvent soit pour faire du bien, soit pour faire du mal. Donc, c'est un peu là les trois grandes catégories des hackers. Maintenant, on a les activistes, on a les crackers, ceux qui prennent les mots de passe. Bon, bref. Donc, on retient les trois grandes familles. Les white hats, qui sont les bons hackers, si on peut le dire ainsi, ceux qui font du bien, ils sont là pour tester les systèmes, pour voir si le système est bien fait, s'il répond à toutes les normes de sécurité. Et on a les black hats, ceux qui sont là pour pirater les systèmes et ils utilisent les données pour faire de ça ce qu'ils veulent. Et il y a les grey hats qui sont entre les deux. Ça veut dire qu'ils peuvent tantôt être des white hats quand, voilà, ça leur vient à l'esprit quand ils sont sollicités. Et souvent, ils ont des black hats en fonction de cette idéologie. Ça peut être n'importe quoi. Ils peuvent dire, par exemple, on entend lutter contre tel système. Donc, ils font n'importe quoi avec les données des uns des autres. Voilà, donc c'est un peu là ce que le hacking. Alors, monsieur Albert Agrego. Allez-y, monsieur Soro, vous avez fini? Oui. Ok, monsieur Albert Agrego. Hier, par exemple, on parlait des anarches, on parlait des brouteurs. Aujourd'hui, on parle des hackers. Et on parle surtout des hackers en politique et plus précisément au Gabon. Comment voyez-vous un peu tout ça? Brouteurs, anarques, hacking. Alors, où allons-nous aujourd'hui? Je dirais qu'en politique, c'est de la machination. Sinon, aujourd'hui, aucun pouvoir en Afrique ne peut organiser des élections. Souvent, vous êtes obligé. C'est-à-dire, la société vous dit, une telle société fait des offres. Moi, je vous offre l'informatique pour la CENI, ou la commission électorale. Et souvent, même, on vous offre l'informatique, mais, si je prends le cas d'un pays X, qui dit que nous allons financer les élections ou bien nous allons contribuer à hauteur de 2 milliards. Mais il y a une société chez nous qui va vous donner l'informatique pour la commission électorale. Vous êtes obligé de collaborer avec cette société. Souvent, la commission qui est chargée des élections choisit une société qui est favorable peut-être au cas qui est au pouvoir ou qui est favorable à un tel candidat, avec un système qui est bien informatisé, qu'on a du mal à pouvoir pénétrer. Mais eux peuvent faire de telle sorte également à tricher les élections, à frauder. Donc, dans tous les cas, que ce soit une élection informatisée, on est arrivé avec le système bioélectronique en Afrique, le système électronique, on vote, ça dit que c'est digital, on pose les doigts, on ne peut pas frauder, on ne peut pas faire des cartes d'électeurs contrefaits, mais c'est des histoires, il y a des gens qui arrivent à le faire. Et aujourd'hui, la société qu'on recrute, on peut la recruter pour être la société légale, légitime, mais malgré tout, il peut y avoir des fraudes. Bon, dans tous les cas, on a l'expert informatique qui est là, qui peut encore nous donner des explications. Alors, donc, il n'y a pas seulement que du côté des opposants qu'on peut trouver des gens qui travaillent et qu'on qualifie de fraudeurs. Monsieur Soro, alors, vous êtes un expert en informatique, mais je voudrais simplement vous poser la question. Par rapport à votre notion informatique, par rapport à ce que vous savez, vous avez passé toute votre vie en informatique. Est-ce que l'implication de M. Diané dans le processus électoral gabonais peut être appelée hacking, espionnage en informatique? Comment définissez-vous l'implication de M. Diané dans le processus électoral gabonais? Ok. Je me place d'abord sur un premier côté, le côté de M. Diané. On a vu des communications sur Internet disant que c'est M. Diané qui avait appelé M. Ping pour échanger avec lui. Donc, ces communications, qui a enregistré M. Diané en communication? Alors, si c'est un gouvernement qui a donné le mandat pour qu'on enregistre M. Diané en communication, là, on ne peut pas parler du hacking côté Black Hat. On dira que c'est un white hat, mais il a été victime de hacking. Donc, M. Diané peut porter plainte pour avoir sa vie publique, sa vie privée mis en place parce qu'il n'est pas autorisé qu'une personne se mette à espionner une autre personne sans un mandat juridique et sans des raisons valables. Maintenant, l'implication de M. Diané, chacun est libre d'avoir ses amis, chacun est libre d'aider ses amis. Ça, c'est une notion diplomatique qui peut analyser l'implication de M. Diané à savoir qu'est-ce qu'il a fait. Mais si M. Diané a des affinités avec Jean Ping, que M. Diané connaît des personnes en Côte d'Ivoire, qui peut proposer des services à M. Ping qui lui permettait d'analyser ses données. M. Diané peut dire à M. Ping, en tant qu'ami, que moi j'ai une entreprise en Côte d'Ivoire qui analyse bien. Il y a ce qu'on appelle dans le business le réseautage. Ça veut dire, M. Kouakou, je vous connais, vous avez un marché, vous m'appelez, vous dites, ah, M. Soro, comme vous faites de l'informatique, j'ai un marché qui fait ceci, qui fait cela, qui fait pour faire ceci, qui fait cela, et je vais faire le marché. Donc, si c'est une aide que M. Diané a apportée à M. Ping, ce n'est pas du hacking, parce qu'il n'a pas utilisé un ordinateur pour créer un système.
il a juste communiqué avec M. Ping et qu'il n'a pas bidouillé un système. Parce que hacking, c'est bidouiller un système. S'il n'a pas bidouillé un système, ce n'est pas du hacking. Mais M. Diané, par contre, peut dire qu'il a été victime de hacking. Parce qu'ils ont eu à pirater son téléphone, ils ont écouté des communications. Alors là, M. Soro, Oui, oui. je ne vous coupe pas, mais si on s'en tient à l'audio qui est diffusé sur Internet, supposé, ça veut dire il est allé au-delà du réseautage. Parce que dans cet entretien, il dit à Ping, il faut faire de telle sorte qu'on puisse avoir 2 personnes au niveau de la commission autonome permanente qui va annoncer les démissions. Ça veut dire que là, il est allé au-delà du réseautage. Oui, je vous comprends. Mais là lui, il causait avec M. Ping. Moi, je suis en train de parler du rapport entre M. Diané, l'informatique et les hackers. Vous comprenez? Est-ce que M. Diané a causé directement avec les hackers de Yeo, Chipolo et Nisho Yao? C'est de ce côté que je parle. Mais dans le côté où il donnait des conseils stratégiques à M. Diané, politiquement, vous pouvez faire l'analyse. M. Ping. Mais moi, je ne vais pas dans ce sens-là. Vous pouvez faire l'analyse politiquement ou diplomatiquement pour voir est-ce que ce qui est dit devait être dit ou que c'était bien dit. Mais moi, j'ai réagi en tant qu'un technicien. Vous me comprenez? Oui, on se souvient parce qu'on a vu le cas Bictogo, Adama Bictogo, qui a offert des services, par exemple, au Burkina, dans le cas de la confection des cartes consulaires. Oui, et également au Sénégal, effectivement, et qui faisait partie du gouvernement Alassane. Exactement. Et tenez-vous bien, en Côte d'Ivoire, pendant que M. Babou était encore au pouvoir, le président Babou était encore au pouvoir, M. Bitogo avait encore le marché des passeports biométriques en Côte d'Ivoire. Alors qu'il fait partie de l'opposition. Mais il n'a pas été traité de hacker. Pourtant, c'est un système biométrique. Ça se fait avec des moyens électroniques. On pourrait dire que non, il duplique les passeports, il fait ceci, il fait cela. En toute chose, il faut qu'il y ait une dose d'honnêteté. Vous comprenez un peu? Voilà pourquoi je traite de vous dire qu'au niveau politique, vous pouvez analyser le discours de M. Diané et qu'il a eu à dire avec M. Ping. Mais au niveau technique, M. Yeo et M. Nicho, pour ce que j'ai entendu à la télévision gabonaise, on propose des services pour analyser les données électorales pour permettre à M. Ping d'avoir une notion des tendances électorales. Donc en fait, ils n'ont pas piraté le système informatique gabonais. Ils n'ont pas piraté quelque chose, ils n'ont pas falsifié quelque chose. Et est-ce possible qu'ils le fassent? Ce n'est pas possible. Tout est manuel. À moins qu'on me disait qu'ils se mettent à fabriquer des cartes électorales. Ça veut dire qu'ils utilisent des ordinateurs pour fabriquer des cartes électorales pour permettre des personnes d'aller voter. Là, on peut dire qu'ils ont fait du hacking. Mais là, ce n'est pas du hacking en tant que tel. Ils ont fait du faux. Ça veut dire qu'ils ont falsifié des documents. On appelle ça de la falsification. Maintenant, ce sont des documents électroniques qu'ils ont pris en ligne. On peut dire, par exemple, que c'est du hacking. Maintenant, s'ils avaient pris aussi des PV en ligne, qu'ils ont modifié les PV, et ils ont mis ça à la disposition des personnes comme des vrais PV, on pourrait dire que non, ils ont fait du hacking. Vous comprenez, quand bien même qu'ils n'ont pas piraté un système, mais au moins le système d'information a été touché parce que les faux PV ont été faits à partir de certains ordinateurs qui ont été mis en ligne à la disposition du public. Alors, monsieur Yeo Chiboula a dit à la télévision gabonaise, il dit qu'eux, ils étaient là, quand on fait le document, on leur envoie les PV et eux, ils enregistraient ça. C'est ce qu'il a eu à dire. J'ai entendu quand même d'une application mobile qui a été lancée publiquement pour permettre aux Gabonais de suivre la tendance électorale. Alors, monsieur... En Côte d'Ivoire, il y a des applications, oui, pour suivre la tendance électorale. Donc, je ne vois pas, il n'y a pas... Et puis, en plus, nous sommes au niveau du end user. On n'est pas encore au niveau technique. M. Yeo n'a pas fait une action de hacking du système électoral qu'on appelle ça, gabonais. Encore moins, il faudrait que celui-ci soit informatisé. Mais il n'est même pas informatisé. Il est tout à fait manuel. Alors, monsieur Albert Naguego, le renvoi de M. Diané sur le plan politique, vous pensez que le président s'est vite précipité de renvoyer M. Diané sans fondement, sans base? Ça s'explique à plusieurs niveaux. Soit le président a des informations à partir des services de renseignement que nous n'avons pas. Mais si on suit un peu M. Fosseni Soro. Je viens. Soit il a des informations au niveau des services de renseignement que nous ne disposons pas. C'est le cas souvent. On a vu comment, je pense bien, c'était Seka Sekano qui a été arrêté en Guinée. Et quand on suit les indiscrétions, les informations que le gouvernement ivoirien avait, contrairement au gouvernement guinéen, c'était très profond. Soit le gouvernement ivoirien et le gouvernement gabonais ont échangé des informations qui sont très sérieuses que nous n'en voyons pas. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, soit Ali Bongo et
et Alassane Ouattara sont très proches, sont très liés, parce que quand vous prenez les chefs d'État aussi de la sous-région, ils sont constitués en quelque sorte en syndicats. C'est-à-dire qu'il y a des chefs d'État qui sont très proches, qui sont très liés, contrairement à d'autres. Il y a d'autres qui se réclament des libéraux, d'autres qui se réclament également des sociaux, d'autres se réclament également de la même génération, d'autres se réclament d'avoir des accointances plus futées que d'autres. Soit ils sont très bien liés, et aujourd'hui, Alassane ne voudrait pas subir également un autre cas burkinabé comme le cas Guillaume Soro. Donc il faut passer à une vitesse supérieure pour ne pas avoir le cas Guillaume Soro encore une fois sur son dos. La troisième chose également, c'est un conseiller spécial qu'il a recruté. Et donc aujourd'hui, il est libre de se débarrasser de ce conseiller spécial-là, comme à tout moment, quand il veut, comme il veut, sans forcément pousser à attendre les enquêtes comme il se doit. Parce que le cas du Soro est à la tête d'une institution qui n'est pas... Parce que le président jouit d'un pouvoir autoritaire et discrétionnaire. Mais justement, ici, c'est un conseil spécial. Il l'a pris comme ça. À tout moment, il peut se débarrasser de ce conseil spécial-là. Contrairement à Soro, qui a suivi des procédures, qui a été élu, d'abord député, président de l'Assemblée nationale, l'institution la plus importante également après la présidence ivoirienne. Donc là, c'est difficile de destituer ce monsieur-là, comme le cas de son conseiller, ou bien comme le cas d'un ministre lambda. Alors donc, ici, le président ivoirien, on pourrait dire qu'il allait très vite dans sa décision. Moi, je suppose, je l'ai déjà dit, il allait très vite dans sa décision. Il aurait dû attendre. Sa décision a été précipitée. Mais je pense que ce qu'Alassane a fait aujourd'hui, il jette tout le discrédit sur la Côte d'Ivoire et même son ressortissant ivoirien qui se trouve aujourd'hui au Gabon. Alors que ce monsieur pourrait être un expert pour la sous-région, un expert pour l'Afrique. Ça pourrait vendre l'image de la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, on pourrait dire qu'au lieu d'aller chercher des informaticiens en Europe, on a des informaticiens en Afrique et même à côté de nous. Donc, on attend de voir maintenant comment cette situation pourrait être gérée. Il faudrait que du côté de la Côte d'Ivoire, il y ait une forte pression pour que les autorités se battent beaucoup pour pouvoir retrouver la dignité de ce ressortissant. Alors, monsieur Soro Fousseni, vous disiez tout à l'heure que vous avez offert vos services à un certain nombre de pays africains par rapport à des élections. Est-ce que c'est quelque chose que nous allons voir de manière courante? Est-ce que, ou bien c'est juste temporaire? Vous qui êtes un expert en informatique, est-ce que c'est véritablement informatiser aujourd'hui les élections en Afrique de manière graduelle? Le procédé est irréversible. C'est quelque chose qu'on ne peut pas compter. Et je dirais même que peut-être que c'est ce qui a motivé aussi les Gabonais à agir de la sorte. Peut-être que les chefs d'État maintenant ont commencé à avoir peur de l'outil informatique qui est plus ou moins fiable puisque la manipulation des données électorales. Quand nous proposons le service, nous proposons le service au pays d'abord. C'est d'abord à un candidat. C'est un candidat qui nous appelle pour dire aidez-moi à organiser mon QG et voir ce que je peux faire de façon informatique. Donc il y a ce qu'on appelle la communication numérique, c'est-à-dire les médias sociaux. Il y a l'analyse des données, le traitement des données, et puis il y a la répartition des tâches, il y a la gestion des ressources humaines aussi. Ça se fait aussi de façon informatisée. Donc ça veut dire que quand un candidat nous appelle, c'est en fait certains besoins qu'il nous appelle pour dire faites ceci et faites cela. Donc ça n'a rien à voir avec le hacking. Mais ce qu'il voudrait dire aux uns et aux autres, je pense qu'il y a une peur des systèmes informatiques. Parce que quand on fait les élections, à la seconde près, on peut avoir les résultats. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Amérique, même en France, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans certaines grandes puissances. Donc du coup, la manipulation des informations par l'homme devient de plus en plus difficile. Et donc, on ne peut pas facilement manipuler les résultats de façon électronique, faire du piratage. Si les gens ne sont pas complètement bien formés, ce ne sont pas des vrais hackers. Par contre, ce que les chefs d'État peut-être ont peur, ils ont peur qu'on arrive à ça, à informatiser tout le processus électoral. Peut-être qu'ils n'ont plus le contrôle sur les hommes. Mais il ne peut pas éviter ça. Il ne peut pas éviter parce que la simple raison, c'est que même les médias aujourd'hui, moi j'étais dans une radio, à la veille des élections au Burkina Faso, il y a un groupe d'informaticiens qui est venu nous proposer un logiciel qui nous dit si vous voulez, on travaille, on vous offre le logiciel gratuitement parce que nous l'avons présenté à la CENI, à la Commission électorale nationale indépendante au Burkina, qui a trouvé qu'elle était fiable, ce système était fiable plus qu'un système européen. Et ils ont proposé de prendre ce service-là. Et à un moment donné, ils ont pris un service luxembourgeois. Et ils se sont retrouvés coincés parce qu'ils avaient prétendu même aller ailleurs dans un autre pays et peut-être manufacturer un produit sénégalais. Là, facilement, le Burkina allait
accepter parce qu'ils n'aiment pas accepter ce qui est made in Burkina Faso. Donc, en retour, ils sont venus voir la radio et disent, si vous êtes prêts, nous, on vous donne cadeau et on vous donne les techniciens qui vont suivre de bout en bout les élections le jour du scrutin. Et si vous voulez, votre radio peut être la première à diffuser les informations et les résultats. Et donc, ils sont venus. Malheureusement, la CENI avait configuré ces résultats par commune, alors qu'eux, ils avaient configuré les résultats par province. Donc, ce qui a bouleversé un peu les choses. Donc, ça veut dire que les médias peuvent aujourd'hui s'en procurer ce logiciel-là et même travailler. Donc, je pense que c'est un combat qui est perdu de l'avance. Il faudrait qu'il se ressaisisse le plus tôt possible. Monsieur Soro, donnez-nous juste quelques minutes. Vous l'avez découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV. Vous qui êtes expert informaticien, qui allez de pays en pays pour suivre les élections, comment est-ce qu'on vous traite? Quel est le nom qu'on vous donne? En tant qu'Africain, est-ce que vous êtes bien reçu? Est-ce qu'on vous traite peut-être, ou bien on préfère par exemple des informaticiens de l'étranger par rapport à vous? Dites-nous un peu, quel est le traitement qu'on vous réserve? Bon, d'abord, il faut dire quand on arrive, généralement, il y a une méfiance. Il y a d'abord une méfiance parce qu'on est africain, je ne sais pas, peut-être parce qu'on est comme eux. On se dit, est-ce que ceux-là, ils peuvent, est-ce qu'ils vont faire ce qu'on leur demande de faire? Et puis après, je dis, mais est-ce qu'ils n'ont pas donné nos données à l'adversaire? Donc, on a nos techniques à nous qui fait qu'on les rassure et on leur demande de prendre des dispositions pour la sécurité des informatiques qui sont sur le terrain. Ça veut dire que vous travaillez dans la clandestinité alors? Ça veut dire que vous travaillez dans la clandestinité? Non, c'est pas clandestin. C'est comme l'état-major d'un candidat. Quand tu regardes votre état-major, on n'est pas obligé de connaître qui est le directeur stratégique de communication. C'est comme le directeur de communication, les gens qui s'occupent de la stratégie, les relations avec le public, les gens qui s'occupent des discours politiques. Est-ce que ça c'est clandestin? Mais est-ce que pour autant le candidat va sortir pour dire que moi je vais recruter M. Soro, qui est un informaticien qui fait ça pour moi? Voilà. Maintenant, ce qui peut être clandestin, c'est qu'on peut dire que c'est clandestin, c'est ce que la loi du pays interdit. Et quand on nous demande de faire ça en tant que des professionnels, nous on dit clairement qu'on ne peut pas le faire. On dit clairement qu'on ne peut pas le faire. Par exemple, si quelqu'un vous demande de publier des informations, de manipuler des informations, on leur dit que non, nous on n'a pas de compétences pour faire cela. Maintenant, quand on arrive la plupart du temps, on dit, bon, on fait venir une entreprise française qui a fait de l'expertise. Je dis, mais il n'y a pas d'expertise à faire sur notre système. Voilà, parce que c'est nous qui avons construit le système, c'est nous qui mettrons le système, il peut répondre à vos besoins. Ça s'arrête là, un point, c'est tout. Donc c'est comme ça. Mais il faut dire que les pays africains sont vraiment réticents. Jusque-là, aucune nation ne nous a sollicité, en tout cas de mon côté, aucune nation ne m'a sollicité pour qu'on puisse travailler sur le système d'information de leur le système informatique de leur élection. C'est plutôt des candidats qui nous sollicitent. Mais là, c'est pas pour publier les informations, c'est pour les aider à traiter les données. Et la plupart du temps, on travaille aussi avec des informaticiens qui sont dans le pays. Par exemple, si on s'en va au Burkina, nous, on ne connaît pas la configuration des circonscriptions du Burkina. Vous comprenez un peu. Donc, on prend des informations burkinabés pour ne pas qu'on ait à confondre un PV qui vient, par exemple, de Bobo Dioulasso, et puis un PV qui vient d'un autre village qu'on appelle Bobo. Ouais, souvent, ça arrive aussi. Vous comprenez un peu. Donc, c'est un peu cela. Concernant la clandestinité, on n'a pas encore exercé la clandestinité, mais on exerce dans le secret professionnel. Ça veut dire qu'un candidat vous a sollicité, vous travaillez pour le candidat, vous n'avez pas à faire de communication publique, vous n'avez pas à dire son nom, vous n'avez pas à dire ce que vous faites là-bas. Mais vous êtes soumis aux lois du pays. Donc, monsieur Albert, jusque-là, il y a une crise de confiance dans ce système. Bon, c'est vrai, il y a une crise de confiance parce que le plus souvent, on se dit que l'homme qui est avec nous tous les jours au pays, il est corruptible, il est manipulable. Sinon, les informaticiens qu'on sollicite ailleurs, c'est comme les avocats également, parce que Jean Ping aujourd'hui, on ne va pas me dire qu'il n'a pas d'avocat qui puisse défendre son procès, qui puisse faire les recours. Il a des avocats, donc naturellement, il doit avoir ses informaticiens, il doit avoir ses chargés de communication, il doit avoir toute une équipe derrière lui. Moi, je voulais revenir sur le cas Diané. Il faut ajouter que le cas Diané encore, Alassane, il faut dire que tous les conseillers spéciaux, la plupart des conseillers spéciaux, c'est des hommes d'affaires. Ceux qui sont derrière les chefs d'État, c'est des hommes d'affaires, c'est des gens qui ont des carnets d'adresses solides, c'est des gens qui ont des réseautages comme Fousseni le disait. Donc aujourd'hui, Alassane ne devrait pas s'étonner que son conseil spécial se retrouve dans une seule situation. Maintenant, il faudrait encore investiguer davantage avant de jeter en pâture son conseiller spécial
ou il fallait le faire immédiatement. C'est là aussi la question qu'on se pose. Sinon, ces messieurs, ils sont dans tout le système. Quand vous le prenez, les conseillers spéciaux, ils sont dans le domaine des missions lugubres, ils sont dans le domaine d'informatique, ils sont également dans le domaine des ressources minières, ils sont également dans le domaine de l'économie. C'est eux qui traitent, c'est eux qui transportent les mallettes, les valises, c'est eux qui font les voyages officieux, c'est eux qui font les missions impossibles. Donc, aujourd'hui, Alassane, par là, moi, je pense que c'est un acte qu'il a fait, qu'il a posé, qui ne fait pas forcément honneur à la Côte d'Ivoire, parce que c'est comme si aujourd'hui toute la Côte d'Ivoire se reconnaissait coupable d'une ingérence dans les élections du Gabon. Donc deux Ivoiriens sont obligés de souffrir au Gabon, son silence, au risque même de perdre leur vie. Son silence face aux troubles qui se passent au Gabon fait encore, parce que Alassane, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'est pas un petit pays en Afrique. On doit supposer qu'en Afrique de l'Ouest, c'est un pays qui compte beaucoup. Et sur le continent, c'est un pays qui compte. C'est un pays qui devait donner de la voix dans cette confusion, confusion qui se passe au Gabon là. Mais dommage, on le retrouve silencieux. C'est le moment où Alassane devait même se prononcer encore dans cette crise-là, parce qu'on sait qu'il a été à la tête de la commission de la CEDEAO. Et aujourd'hui, il devrait se prononcer et on devrait se dire que l'Afrique prend des décisions quand même. C'est dommage que c'est la France qui continue de parler, qui continue de déployer des ressources de l'arsenal. Et on ne voit aucun pays africain qui ose lever le ton sur Ali Bongo ou bien sur Jean Ping. C'est dommage. Alors, la puissance d'un État aussi vient de la déclaration de ses chefs d'État. Quand on ne peut pas prendre une position vis-à-vis d'une situation quelconque, ça veut dire que ce pays-là aussi vit de façon isolée. Ce pays-là, on ne peut pas émerger. On ne peut pas émerger économiquement quand politiquement on ne peut pas s'imposer sur certaines choses aussi. Alors, monsieur Soro Fousseni, voilà, la régie me fait dire que nous tirons vers la fin de cette émission. Alors, vous allez nous dire un peu votre dernier mot sur le hacking électoral au Gabon, pour que aujourd'hui 2 Ivoiriens se retrouvent dans le sous-sol gabonais en train d'être maltraités, malmenés, en train d'être torturés par le service secret gabonais. Et malheureusement, comme M. Albert le disait tout à l'heure, avec un silence coupable de la Côte d'Ivoire, votre dernier mot sur le hacking dont on parle depuis tant au Gabon. Vous nous avez expliqué en long et large c'est quoi le hacking. Vous nous avez donné les différents aspects du hacking. Il y a le white hacking, le black hacking et puis le grey hacking. Votre dernier mot par rapport à cette émission et aussi par rapport aux 2 jeunes Ivoiriens, vos collègues qui sont détenus dans les prisons du Gabon. Ok, merci à vous. Ce que je voudrais dire avant de répondre à vos questions, c'est que pour faire du hacking, que ce soit du black hat ou du white hat, on est obligé de se déplacer pour aller dans le pays. À partir du moment où on est sur Internet, où on peut se connecter à distance à un système, on peut faire ce qu'on veut. Vous comprenez? Donc, c'est ce que je veux dire d'entrée de concernant le silence associé de l'autorité ivoirienne. Peut-être qu'ils n'ont pas la bonne information. Ou peut-être qu'eux aussi sont victimes de la manipulation qui est faite autour de cette histoire-là. Donc, ce que je voudrais dire, c'est de poser le problème de façon très claire, de façon très technique, et voir ce que exactement M. Yeo et M. Richon ont fait au Gabon. S'il y a lieu de hacking, qu'on les taille devant un tribunal qui va les juger, et s'il y a lieu de les condamner, on les condamne. Autrement dit, on peut rentrer en négociation diplomatique pour qu'on puisse les faire revenir au pays. Parce qu'on demande à la jeunesse africaine d'entreprendre. Nous, on est prêt à compétir avec toutes les nationalités. Que ce soit des Japonais, des Français, des Américains, on est prêt à compétir avec eux sur des marchés publics ou privés. Mais il faudrait que nos gouvernants aussi nous soutiennent. Parce que si le TIO se passe mal, demain si on m'appelle pour vendre mes services ailleurs, je ne vais pas partir parce que si je rencontre un problème là-bas, mon pays va m'abandonner sous prétexte que c'est une ingérence dans un processus électoral. Pourtant, on prend des personnes qui viennent par exemple du Luxembourg, de la France, de l'Amérique pour venir faire le travail que nous on peut faire et à moins de coût. Je veux rencontrer une anecdote. Il se trouve que j'ai proposé une solution à un candidat pour les élections, qui a été refusé de façon polie. Ça, il faut le dire. Ça veut dire qu'ils ont décliné l'offre de façon très polie. Et un jour, j'étais contacté par un cabinet indien qui me donne de venir travailler sur un projet de ce genre. J'arrive dans le cabinet indien, je remarque que, puisque c'est un pays francophone, en Inde, ici, ils parlent anglais. Donc, ils avaient besoin forcément de quelqu'un qui parle le français. Que la personne soit forte en informatique ou pas, il y a besoin de quelqu'un. Donc, j'arrive dans le cabinet et je vois que ce même candidat a sollicité un cabinet, une expertise indienne pour faire le travail.
et encore à 5 fois le prix que je leur proposais, à faire le travail. Hein. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le travail comme si rien n'était. Ou un peu. Donc, c'est inutile, c'est pas bien pour le pays africain de ne pas compter sur la jeunesse africaine. Parce qu'on attend toujours de ne pas vouloir travailler, mais quand elle veut travailler, elle se sent abandonnée à leur propre sort. Je voudrais demander très poliment au gouvernement ivoirien, je leur fais confiance, je sais qu'ils sont dans un système où on doit faire confiance à nos différents dirigeants, je leur fais confiance, le peuple ivoirien leur fait confiance. M. Yo et M. Icho, il faudrait qu'ils fassent de leur mieux, qu'ils fassent le mieux possible pour qu'ils rentrent au pays tranquillement. Et franchement, nous prions pour ne pas que leur vie y reste. Parce qu'on apprend partie, et là, je n'ai pas l'information vérifiée qu'ils sont massacrés au Gabon là-bas, ils sont frappés en nombre de journées. On a vu le regard de M. Yo aussi devant les caméras, il a vu le regard hagard, on sentait qu'il y avait une minute en l'air, il avait peur. Donc, franchement, il faudrait qu'il fasse un effort pour que ces jeunes-là puissent rentrer si il ne pourra pas connaître une situation. Maintenant, s'il y a eu un type de hacking, du black hat, quand on les traite devant une cour pénale ou bien devant un tribunal qui va les juger. Ce que je voudrais dire pour conclure, je voudrais conclure par ceux qui pensent ou bien qui ont une phobie de l'informatique. Je dis que par Charles Darwin qui disait que les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. Si on veut que nos pays existent, il faudrait qu'on s'adapte au changement. Nous sommes aujourd'hui à l'ère de l'informatique, il faudrait aller dans ce processus-là. Et il faudrait éviter carrément la manipulation. Et une fois de plus, faire confiance à la jeunesse africaine. Voilà, c'était vraiment un plaisir pour moi de participer à... J'ai oublié une question, je crois bien, c'était de réexpliquer le Black Hat ou le White Hat, c'est ça? Oui, oui. Voilà, donc je vais me répéter. Le hacking, c'est d'abord fouiner dans un système ou le bidouiller. Alors donc, si vous fouillez dans le système pour trouver des failles, et dire à ceux qui ont construit le système pour dire qu'il y a des failles dans le système, vous êtes un white hat. Ça veut dire que ce que vous faites, c'est normal, c'est reconnu. Mais quand vous fouillez dans le système, quand vous le bidouillez à votre simple personne, vous êtes fait de sélectionner, c'est que vous, sans avoir l'autorisation, vous êtes un black hat. Et si vous faites les deux, ça veut dire quelquefois, on vous sollicite, vous faites du bien, c'est-à-dire en finant dans le système et vous leur dites que ce qui ne va pas, vous êtes en ce moment un white hat. Mais quand vous utilisez ça pour faire ce qui n'est pas normal, vous êtes un black hat. Donc c'est ceux qui font les deux, on les appelle les grey hats. Maintenant, comment pallier à ça? Il faut juste prendre des experts, des consultants en informatique pour vous donner des conseils, comment pallier à cela pour ne pas que ça arrive. Et une fois de plus, je voudrais dire, pour un hacker, il n'a pas besoin de se déplacer dans un pays pour pirater un système. À moins que le contrat ne stipule autre chose. Il peut rester dans son pays et puis se connecter au système et puis faire ce qu'il a à faire quand le système est bien ficelé. Donc, c'est ce que je voudrais dire en ce qui concerne le hacking. C'était vraiment un plaisir pour moi de participer. J'espère qu'on aura compris et qu'on va s'arranger pour que M. Michel Yao et M. Yo Chifolo puissent sortir des prisons gabonaises s'ils ne sont pas coupables. Je parle toujours avec une condition parce qu'on n'a pas toutes les informations. Je me base sur ce que M. Yo a dit devant les caméras. Et je me base aussi sur mon expertise. Je dis que quand un système n'est pas informatisé, aucun pirate informatique ne peut faire quelque chose, à moins qu'il ne fasse aussi des documents. Mais là, c'est un autre domaine encore. Voilà. Donc, merci à vous. Merci bien, monsieur Soro, monsieur Albert. Juste en quelques secondes, votre mot de fin. Ça veut dire que la détention des jeunes Ivoiriens au Gabon, si je comprends bien, c'est juste du faux. Non, je ne dirais pas que c'est du faux parce que Soro l'a si bien dit, on n'a pas encore toutes les informations nécessaires. Mais ce que moi je dirais, du point de vue politique, il faudrait que nos politiciens soient matures. Parce que aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne devrait pas se débarrasser de ses citoyens, son conseil spécial, ni encore ses citoyens qui sont sur le territoire gabonais. Mais c'était de défendre ces genres-là aujourd'hui, quoi qu'il arrive, pour pouvoir rester sur sa position. Moi, j'étais frustré quand j'ai entendu d'abord que le Gabon accuse la Côte d'Ivoire d'ingérence avec Mamadi Diané d'ingérence dans le système électoral. Et les minutes qui suivaient, je vois un communiqué aussi d'un président ivoirien qui dit Mamadi Diané, le conseiller spécial de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, est limogé pour ingérence personnelle. Je ne sais pas si c'est une conférence de presse gabonaise et ivoirienne faite de façon concomitante. Si les deux avaient communiqué avant de faire, se sont accordés sur le modèle de communication avant de le faire.
c'est arrivé, c'est l'Afrique toujours. Qu'est-ce qu'on va dire? Je pense qu'en Europe ou en Amérique, ça n'allait pas arriver comme ça. C'est dommage. On appelle toujours de vive voix ces autorités africaines, là, surtout les politiciens, à revoir leur manière de communiquer, les méthodes de prendre des décisions et puis comment diriger aussi le pays, le continent. Voilà, chers amis d'Ivoire TV, comme le disaient mes deux invités ce soir, M. Soro Fousseni depuis l'Inde et M. Albert Nagreogo depuis les États-Unis. C'est arrivé, c'est l'Afrique, c'est dommage. M. Soro disait tout à l'heure, pour hacker un système, on n'a pas besoin d'être dans le pays. On peut hacker le système où qu'on se trouve sur certains des zones. C'est dommage que l'Afrique aujourd'hui piétine encore. C'est dommage que l'Afrique aujourd'hui souffre encore de ces maux. Malheureusement, nous sommes Africains, comme j'ai l'habitude de le dire. Monsieur Soro, merci au nom de la direction d'Ivoire TV. Quelle heure il est en Inde maintenant? Les 4h15 du matin. Voilà. 4h15 du matin, vous êtes encore éveillés juste pour avoir cette émission avec nous. Merci infiniment. Chez nous, à New York, il est 19h moins 15. Il est 19h moins 15 ici à New York. Il est 4h moins 15 en Inde. Merci de votre temps. J'espère que vous avez encore quelques minutes pour vous reposer avant de commencer, avant d'aller au boulot. Encore une fois de plus, au nom de la direction d'Ivoire TV, je vous remercie. Merci encore. Et ce n'est que le début parce que on va solliciter encore votre service pour nous expliquer davantage comment fonctionne le système informatique électoral, bien sûr, en Afrique. Okay. Voilà. Merci beaucoup. Le plaisir est partagé. Voilà, merci bien, monsieur Albert. Pour la contribution. Merci à tout le monde. Merci bien, ce fut un voilà, plaisir. merci et puis bonsoir. Vous l'avez découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV.